Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de, comme vous l'avez vu, le titre, la liberté de penser. Et je pense que, quels que soient les auteurs de science-fiction, quelles que soient les idées complotistes, quelles que soient les théories du complot, force est de constater que si on vient à faire un petit peu l'inventaire, je dirais, de ce qui se disait dans ces milieux, et que on le compare à ce qui se passe aujourd'hui, force est de constater que finalement, ce qu'on considérait comme des complotistes ou de la science-fiction commencent à devenir plus ou moins prendre un semblant de réalité. On l'a vu, dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'aventure Twitter et de Elon Musk. La situation semble commencer à bien montrer qu'il y a une certaine gêne de la part de l'univers de la bien-pensance. Elon Musk, multimilliardaire, s'offre Twitter. C'est la fin de la liberté d'expression, c'est la fin de la vérité. Tous les pédophiles, les trumpistes, QAnon vont revenir sur Twitter. Oui, les commentaires caricaturaux, on y a le droit. On y a le droit, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les débats que certains suscitent sur cette acquisition de la part de Elon Musk, il y a parfois certains détails qui sont occultés. Occultés pour une très bonne raison. C'est que, premièrement, Elon Musk a fait sur Twitter une opération financière. Or, force est de constater que l'on focalise énormément l'attention de l'opinion sur le fait que Twitter, c'est une plateforme de réseau social, que c'est une plateforme qui a quand même eu ses hauts et ses bas, et qui, aujourd'hui, est devenue une sorte d'entité de propagande, d'information, mais surtout de censure. De censure, pas seulement contre ce qui est légitimement censurable, au vu des lois qui existent dans certains pays, des pays dans lesquels Twitter opère, là-dessus, il y a une parfaite légitimité, dont d'ailleurs le propos caricatural de dire oui, ça va être le retour des pédophiles, etc. Non, puisque Elon Musk précise, il dit je vais remettre de la liberté d'opinion, mais dans le cadre des lois, et contre la loi. C'est-à-dire dans le respect des lois morales. Il est évident que si des pédophiles agissent sur Twitter, ils sont dénoncés, des procédures, des enquêtes sont effectuées dans les pays dans lesquels les dénonciations ou les plaintes sont formulées. Mais vous allez voir, je vais y revenir un petit peu plus loin. Mais en réalité, toute cette ébullition d'offuscation sur le fait qu'Elon Musk se paye Twitter, c'est qu'en effet, il s'agit d'une opération financière. Comme je vous l'ai expliqué, Twitter n'était pas au milieu de sa forme. Twitter a perdu énormément de membres depuis sa censure qu'elle a fait sur l'élection 2020, mais aussi sur des bannissements. Des bannissements, alors, à juste titre, ou des bannissements idéologiques. Donc à partir du moment où Twitter fait du bannissement idéologique, Twitter doit s'afficher comme étant un réseau social au même titre que ce réseau social dont je vous ai parlé qui s'appelle Truth, qui est le réseau social de Donald Trump. Et bien quand vous vous abonnez sur Truth, vous savez où vous allez. Vous savez où vous êtes. Et bien Twitter, qui veut être une plateforme généraliste, en réalité n'est plus une plateforme générale, puisque petit à petit, lorsqu'on commence à soumettre des idées, des opinions qui vont à l'encontre de la doxa et de la bien-pensance, plus particulièrement progressiste, voire tendance wokiste en ce qui concerne les États-Unis, eh bien on est censuré. Donc, ça veut dire que Twitter est bien un réseau social engagé, militant. Or, ce militantisme, Twitter ne l'a jamais assumé et a voulu bouffer à tous les râteliers. Et le seul problème, c'est que contrairement à d'autres réseaux sociaux, militants, politisés, etc., Twitter est en bourse. Et force est de constater que l'action Twitter n'est pas au meilleur de sa forme. Donc forcément, quand vous avez un multimilliardaire qui arrive en disant « moi je vous propose de
racheter la société, je vous rachète les actions à 54 $ alors qu'elles sont qu'à 45 $, ben vous comprendrez que le conseil d'administration, majoritairement détenu par des gens idéologiquement bien cadrés, quand ils disent non, nous on veut pas de Musk, les actionnaires ils disent mais votre avis on s'en fout, nous on veut Musk. C'est nous qui décidons parce que c'est nous qui avons les actions. Donc vous, petit conseil d'administration, là, vous dégagez. C'est pour ça que là, on voit des personnes qui travaillaient chez Twitter qui disent oh, « je ne veux pas travailler sous le Twitter, sous Musk, je m'en vais ». Non, en réalité, ils s'en vont parce qu'ils savent que, de toute façon, ils vont se faire virer, tôt ou tard. Donc ils anticipent. Deuxièmement, parce que ce qui dérange avec Elon Musk, c'est que c'est un multimilliardaire. Mais alors attention, c'est un multimilliardaire qui a une réputation. À l'origine, Elon Musk n'est pas américain, il est sud-africain. Elon Musk, certains disent, il est parti de rien. Ce qui n'est pas totalement vrai, dans ce sens où ses parents avaient de très bonnes situations, donc il n'est pas parti de rien. Mais, en revanche, s'il a eu quelques facilités pour venir aux États-Unis pour essayer de trouver son rêve américain, il n'en a pas mis, parfois, sa tête, ou tout du moins pris des risques. Il a eu des succès, PayPal, il a eu des échecs, mais il a eu des prises de risques au point qu'il a même investi tout son patrimoine. Il a même mis en hypothèque ses maisons. Lorsqu'il a racheté Tesla, lorsqu'il a lancé SpaceX. Après, je ne vais pas juger, on ne va pas juger de ce qu'est Tesla, mais SpaceX, force est de constater qu'aujourd'hui, si les Américains peuvent encore envoyer des astronautes dans la station spatiale internationale, c'est en grande partie grâce à SpaceX. Parce que la NASA, pour l'instant, depuis qu'elle a arrêté son programme des navettes spatiales, ça patine un peu. Mais surtout parce que il a cette allure de self-made man, je vais y arriver. Self-made man, c'est compliqué à dire, et qui est une sorte de légende, une sorte de mythe, une sorte d'exemple de la réussite américaine. Qui plus est, c'était un milliardaire qui aussi n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Ce qui est un petit peu mis à l'écart de l'ambiance générale des milliardaires aux États-Unis, pardon, grosso modo plutôt progressistes, philanthropes de gauche, même s'il y a aussi des milliardaires conservateurs de droite. Donald Trump, par exemple. Donc, il y a un juste équilibre. Le seul problème, et c'est là qui est très intéressant, parce que c'est là que justement tous ces médias, ces experts, ces gens qu'on interviewe et qui donnent leur avis sur le fait, oui, Musk, c'est une menace pour la liberté, qu'on a même vu l'agence internationale des journalistes, ou un truc comme ça, s'offusquer, dire qu'il fallait absolument pas que Musk puisse acheter Twitter parce que ça serait la fin de la liberté de la presse, etc. Je pense bien que oui, ils sont les premiers concernés par le phénomène Musk. Tout simplement parce que Musk, dans le paysage américain, c'est un libertarien. Alors vous allez me dire, c'est quoi un libertarien? Alors en grosso modo, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très abstrait pour les Français. Les libertariens aux États-Unis, ce sont des gens qui, idéologiquement, considèrent que la liberté individuelle est sacrée et qu'on doit la respecter coûte que coûte. Et de ce fait, ils développent sur ce principe, alors attention, quand je dis liberté individuelle, c'est toujours aussi dans le cadre de la loi, dans le cadre des règles, de la collectivité, de la société, etc. Mais ils sont contre le concept de gouvernement et de président. C'est-à-dire que les libertariens considèrent une certaine forme de libéralisme
qui peut s'autogérer tout seul. C'est-à-dire pour les libertariens, il suffirait d'avoir juste un parlement donc qui constitue l'action du peuple, pour le peuple, par le peuple et avec le peuple, et que ce parlement serait constitué d'une certaine façon qu'il gérerait les intérêts du peuple, gérerait l'intérêt du pays. Et de ce fait, donner par des voies, par des décrets, par des propositions votées, etc., des ordres, des missions aux administrations comme il y en a partout. À titre d'exemple, souvenons-nous de la Belgique. La Belgique, pendant 2 ans, n'a pas eu ni de président, ni de gouvernement, et pourtant le pays ne s'est pas effondré. Alors, bien sûr, le pays a fait suivre les affaires courantes, mais il n'y avait pas de décision d'innovation, de plan, etc. C'est-à-dire que le système belge a tourné comme une petite machine bien huilée, en attendant d'avoir enfin un président, ou un ministre, premier ministre, et un gouvernement. Donc les libertariens, c'est ça. Et donc de fait, Elon Musk étant libertarien, eh bien forcément, il va à l'encontre de ce désir, de cette envie, de ce pouvoir, de contrôler la pensée par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et donc d'imposer aux réseaux sociaux de suivre une ligne politique, une ligne idéologique. Ce qui n'est pas le cas de Musk. Musk, c'est « j'ouvre la porte aux opinions », dans la mesure du respect de la responsabilité et du respect de la loi. Forcément, quand vous avez une association internationale de journalistes qui crie au crime, c'est parce que ces institutions alignées vont désormais avoir de nouveau affaire à Twitter, c'est-à-dire des gens qui, par l'intermédiaire de ce réseau social, vont pouvoir diffuser des opinions, des idéologies, voire même publier, partager du factuel. Et de fait, Twitter va redevenir un outil pour les lanceurs d'alerte. Et ça, évidemment, vous comprendrez que c'est très dangereux pour cette puissance idéologique à vouloir imposer la pensée unique. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Europe. Le saviez-vous que l'Europe vient de mettre en place un projet qui va consister à mettre en place un système, une procédure, qui va obliger les réseaux sociaux ou les acteurs d'Internet d'être responsables de ce qu'ils diffusent. C'est-à-dire que par la réglementation, on va plus ou moins obliger les réseaux sociaux d'assumer les conneries que des gens peuvent publier sur leur réseau. Évidemment, quand je dis conneries, c'est aussi bien les conneries au sens propre du terme, mais aussi bien les conneries que les bien-pensants considèrent être des conneries parce que vont à l'encontre, parce que démontrent, parce que prouvent, ou parce que tout simplement suggèrent de soulever la question sur des thématiques sur lesquelles les progressistes, sur lesquelles les bien-pensants ont des idées bien arrêtées, et sur lesquelles il ne doit pas y avoir de questions, sur lesquelles il ne peut y avoir de critiques, sur lesquelles il ne doit pas y avoir de remise en question. Donc comprenez bien qu'au début de ma vidéo, quand je vous parle de la science-fiction, du complotisme, etc., force est de constater qu'aujourd'hui, lorsque des gens, comme vous et moi, sont capables à un moment donné de faire un petit peu comme du Lego, de mettre les pièces les unes avec les autres, et tout d'un coup commencer à voir se forger, se mettre en place les fondamentaux de ce qui pourrait bien devenir, en effet, le contrôle de l'esprit, le contrôle de l'opinion, le contrôle des idées, le contrôle de la pensée. Et que si jamais vous avez des pensées réfractaires, opposantes, dissidentes, des pensées qui suscitent le questionnement, la critique, la remise en question, le doute, eh bien vous serez classifié, vous serez fiché.
Évidemment, tout ça en lien avec le crédit social, l'identification numérique, dont d'ailleurs, à titre d'exemple, il semblerait que va être mis en place un système d'accès aux calanques marseillaises par un système QR code. Alors, évidemment, on vous présente la chose comme disant oui, ça permet de responsabiliser les gens qui vont dans ces endroits, parce que malheureusement, il y a des fois des gens qui ne respectent pas la nature, qui provoquent de la salubrité, ou qui provoquent des détériorations aussi bien à la nature, à la faune qu'à la flore. Donc grâce à ce système-là, on va pouvoir les identifier. Mais d'un autre côté, c'est aussi la mise en place d'un système qui, si vous n'êtes pas sage, si vous êtes réfractaire, ou si vous avez eu le malheur de lancer sur un réseau social un propos opposant, un propos douteux, un propos séditieux, eh bien, avec ce nouveau principe de l'Union européenne, le réseau social aura la responsabilité la même de vous signaler. De vous signaler à qui? À des organismes qui vont juger du bien fondé de votre correspondance à être un citoyen respectable. Ou si au contraire, par un système de crédit social, vous avez commis un crime de pensée. Et de ce fait, de ce crime de pensée, eh bien, on va petit à petit vous couper des accès. On va vous couper des accès à des calanques marseillaises. On va vous couper l'accès à des transports. On va vous couper purement et simplement de certaines de vos libertés fondamentales. Et force est de constater que la raison sanitaire a été le support pour permettre à votre institution, à votre Parlement, de voter la possibilité de soustraire un certain nombre de citoyens de leurs droits et des libertés fondamentales sous le prétexte parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc vous voyez, ce sont des petites pièces d'un puzzle qui se mettent en place petit à petit. Et donc cette affaire d'Elon Musk et de Twitter y est forcément liée. Tellement liée que, du fait de cette décision de l'Union européenne, aux États-Unis, Joe Biden a annoncé qu'il lui aussi, il allait lancer un grand projet de mise en place d'une sorte d'administration, de surveillance du numérique. Donc vous voyez, l'étau se resserre. Et il va s'accélérer parce que si des gens comme Elon Musk, si vous, moi-même, commençons à propager la religion du libre arbitre, c'est-à-dire de savoir juger par soi-même selon les faits, selon les tendances, selon les cultures, suivant l'histoire, suivant la logique même et le bon sens, eh bien nous allons peut-être un jour ou l'autre être soumis à notre responsabilité de faire un choix, soit finalement de renier nos intentions d'essayer d'éclairer l'esprit, ou soit de nous plier très gentiment, comme des petits moutons, à l'idéologie dominante. Et force est de constater, pour rajouter à cet argumentaire, regardez ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Donnez-moi un seul média mainstream qui vous donne ou vous informe ou fait des reportages sur les Ukrainiens russophones, sur le Donbass, sur Mariupol. Nada. Vous n'avez actuellement, sur les informations que vous recevez ou que vous voyez à la télévision, dans la radio ou sur Internet, 90% des informations que vous avez sont validées ou données par les autorités ukrainiennes. Tous les journalistes que vous avez vus, qu'on vous a dit, oui, regardez, il est sur place, oh, regardez, là, vous avez des journalistes de l'AFP qui sont à Boucha, et en effet, ils constatent, Boucha, regardez, 50 cadavres. 50 cadavres. Mais, excusez-moi, mais ne parlez pas de 200 ou 300 cadavres dans des charniers.
Ah non, non, ils sont là, il y en a 50. Donc après, c'est une question de sémantique pour emballer le truc et faire oublier que, encore une fois de plus, les chiffres avaient été grossis. Et donc, je disais, les journalistes officiels, que ce soit BFM, machin, etc., ce sont des gens qui sont adoubés, accrédités par les autorités ukrainiennes. Donc, ils ne peuvent pas faire leur boulot de journaliste de façon objective. Ils sont obligés de prendre le discours exactement de ce qu'on leur dit et de ce qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'à outil de comparaison, tous ceux qui sont allés faire des reportages ou des documentaires en Corée du Nord vous diront que en Ukraine, c'est quasiment la même chose. C'est qu'on a des gens qui nous suivent, soi-disant des guides ou des conseillers ou des traducteurs, mais qui en réalité sont des gens qui sont là pour surveiller ce que vous dites, ce que vous montrez. Et en revanche, les journalistes, eux, qui ont réussi à avoir de l'objectivité, ils l'ont, mais parce qu'ils ont l'autorisation uniquement du côté russe. Donc ils montrent ce qu'ils voient du côté russe. Sauf qu'évidemment, comme ils sont du côté russe, donc ils sont forcément des propagandistes russophones. Tout comme d'ailleurs, on continue à faire croire que Anne-Laure Bonnel est une propagande russe. Alors que son passage, il y a quelques semaines chez TPMP, elle en a quand même bouché un coin. Elle en a bouché un coin même devant cet ancien agent du KGB anti-Poutine. Elle lui a dit, vous savez, moi je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre. Moi je fais que relater des faits. Et les faits sont là. C'est que cette guerre en Ukraine, ce n'est pas uniquement que la Russie qui attaque l'Ukraine, c'est une guerre par procuration entre la Russie et les Américains. Il suffit de voir l'histoire de l'Ukraine politique depuis ces 20 dernières années pour se rendre compte que c'est bien une guerre entre la Russie et les États-Unis. Sauf qu'ils ne s'affrontent pas directement, ils s'affrontent indirectement par une invasion de la Russie par l'Ukraine et par un interventionnisme massif de l'Union européenne, avec évidemment derrière les Américains et l'OTAN qui poussent. Donc évidemment, quand elle dit ça, tout d'un coup, en face, silence. Silence parce que personne ne peut contredire ça, parce que c'est la vérité, parce qu'il y a des faits, parce qu'il y a des preuves. Preuve que d'ailleurs, le fils Biden, Hunter Biden et Joe Biden, en 2014, après la révolution de Maïdan, c'était les premiers à se rendre à Kiev pour commencer à verrouiller quelques petites affaires. On a les images, on a les vidéos, on a des témoignages. On a même des témoignages, malgré elle, de la fameuse sénatrice Victoria Nuland. Victoria Nuland qui était sur le terrain lors de la révolution Maïdan. Qu'est-ce qu'une représentante américaine fait dans une révolution, si ce n'est soutenir et affirmer l'influence américaine? La même Victoria Nuland qui, devant une commission, affirme qu'elle est inquiète sur le devenir des laboratoires de recherche biologique en Ukraine avec lesquels il y a des partenariats et des intérêts de fonction pour les autorités américaines. Et sur les réseaux sociaux, vous avez encore des gens qui disent « Mais non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est de la fake news. C'est de la propagande russe. » C'est la même propagande russe qu'on a montré du doigt lorsqu'il y a eu l'affaire du fameux portable d'Hunter Biden. Vous savez, ce fameux portable qui récemment, on a appris que devant la commission sénatoriale, le responsable cybersécurité du FBI a admis que, en effet, ils avaient bien récupéré le portable, mais ils ne savent pas où il est. Ils ne disent pas qu'ils l'ont perdu. Ils disent simplement, on ne sait pas où il est. Mais vous l'aviez. Oui, il nous avait été donné par justement le technicien de maintenance qui nous avait signalé que Hunter Biden avait laissé son portable à réparation.
mais on est incapable de vous dire où il est. Donc cette politique du contrôle de la pensée, mais en France aussi, regardez l'élection présidentielle, regardez quelle foire cela a été, regardez comment ça a été brutal, violent, comme je l'avais d'ailleurs prédit il y a un an. Et ce n'est pas fini. Regardez ce qui se passe avec les législatives. Je vous avais dit qu'il allait y avoir des transfuges. Ben ça y est, ça commence. Là, on commence à voir des socialistes ou des républicains qui envoient des courriers à leur électorat, à leur circonscription, pour dire, voilà, pour les prochaines élections législatives, j'ai décidé de me présenter sous étiquette En Marche. On a l'affaire, là, de cette députée En Marche qui s'est fait choper, apparemment, à avoir payé comment on appelle ça, des vêtements, enfin, des vêtements ou des lingeries, etc. Elle a fait passer ça sur des frais parlementaires. Est-ce que vous croyez que, normalement, quand vous faites choper, avoir fait ce genre de conneries, bah, vous démissionnez, hein? Je sais pas, non. Non. Au contraire, elle va peut-être se représenter aux prochaines législatives. Donc vous voyez, là aussi, il va y avoir du contrôle. Parce qu'il va falloir calmer les ardeurs et il va falloir couper les tuyaux pour permettre à des gens de balancer des informations qui sont peut-être parfois des fake news, comme aussi des informations ou de la désinformation, mais aussi parfois des sujets sur lesquels les Français ont parfaitement le droit de savoir que certains de leurs élus sont des corrompus, des arrivistes, des traîtres, des saloperies, des adeptes de la fraude, des amateurs de l'évasion fiscale. Les mêmes qui vous accusent de faire ceci ou cela, de penser ceci ou cela, et qui en réalité sont vraiment dans cet état d'esprit qui correspond bien à cette expression qui dit « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Et donc pour ça, pour asseoir leur existentialisme encore dans le système, eh bien ils vont avoir à mener une politique de restriction des libertés d'opinion, des libertés de penser. Et on le voit bien. On le voit bien comment ça se fracasse sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire des gens qui essaient de défendre désespérément des gens qui sont indéfendables. Nous faire passer nos vessies pour des lanternes. Nous demander de donner le bon Dieu sans confession à des gens qui ne le méritent pas. Là, c'est pareil. Réduction de la capacité de penser. Et dans la réduction de la capacité de penser, qui sont les premières victimes? Eh bien, ce sont les jeunes. L'école, l'éducation nationale, les réseaux sociaux. Vous contrôlez les réseaux sociaux, et dans les réseaux sociaux, vous établissez des règles de ce que vous avez le droit de dire et de ne pas dire. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont enfermés, qui sont cloisonnés dans le divertissement, et qui n'y comprennent rien des affaires politiques. Mais même quand on les implique dans le politique, ils ont des discours très approximatifs, des discours préfabriqués, mais qu'ils sont incapables de développer, qu'ils sont incapables d'argumenter par eux-mêmes. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis, quand on parle de 1984 de George Orwell, quand on parle du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, quand on parle de certaines œuvres dystopiques, c'était de la science-fiction. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on commence à voir des briefs de certaines choses qui pourraient transformer cette science-fiction en réalité. Donc force est de constater que
nous sommes encore peut-être les rares personnes qui savent penser par eux-mêmes, qui ne prennent pas comme argent comptant par le bon sentiment, par l'hypersensibilité. Oh mon Dieu, c'est atroce. Oh mon Dieu, c'est ignoble. Oui, bien sûr que c'est ignoble, mais c'est ignoble parce que c'est des circonstances qui amènent cette ignominie, qui amènent cette barbarie, qui amènent la mort. On vient critiquer les morts ukrainiens, mais on envoie des armes. Là, vous avez Biden, par exemple, qui va demander au Parlement, au Sénat, enfin au Parlement, au Congrès, pardon, de voter, je ne sais plus combien, 80 milliards, ou 80 milliards, je crois, de dollars pour l'Ukraine. Le problème, c'est que le contribuable américain, il veut savoir pourquoi vous voulez envoyer 80 milliards. Pourquoi nous devrions-nous payer plus de dettes pour filer du fric à l'Ukraine? Mais parce que l'Ukrainien sont en guerre. Les pauvres Ukrainiens, ils sont tout seuls contre la Russie. Mais attendez, je croyais vous envoyer des armes, des véhicules, du matériel, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais attendez, c'est bien gentil d'envoyer du matériel, d'envoyer de l'argent, etc. Mais il va y avoir un moment donné, il ne va plus y avoir assez de combattants ukrainiens contre les Russes. Puis attendez, il y a les fameuses brigades internationales. Sauf que le problème, c'est que vous les avez vus, ces Français qui sont partis vouloir faire guerroyer contre le méchant russe. Et en moins de 48 heures, ils sont revenus. Alors ils sont revenus un peu dépités, bon, ils ont essayé de garder un petit peu les apparences, leur petite fierté, sans dire pourquoi en réalité ils sont venus. Parce qu'en réalité, il y en a, ils se sont rendus compte que c'est de l'esbrouffe. Que certains d'ailleurs ont témoigné que quand ils sont arrivés en Ukraine, ils ont été accueillis par des Américains. Attendez, on est là pour se battre aux côtés des Ukrainiens, pas sous commandement américain. Oui, mais c'est comme ça et pas autrement. Et là, vous avez actuellement des combattants britanniques qui ont témoigné que ça fait depuis quelques semaines qu'ils se battent aux côtés des Ukrainiens, dans des conditions un petit peu spartiates et voire même un peu désorganisées, mais qui n'ont pas été payés. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en réalité, Zelensky est en train de demander à ce que des étrangers viennent combattre pour lui, mais en réalité, il les envoie comme de la chair à canon face aux Russes. Mais ça, non, ça c'est de la propagande. C'est de la propagande russe. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est honteux de dire cela. Mais écoutez, si vous voulez sauver l'Ukraine, allons-y. Allez à l'ONU, demandez un décret autorisant une alliance, une coalition pour débouler en Ukraine et virer les Russes. Oui, on ne peut pas le faire. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que les Russes, ils ont l'arme nucléaire. Ah. Donc c'est quoi la solution? C'est que vous allez continuer à alimenter l'Ukraine avec du matériel, avec des mercenaires, à coups de milliards, un coup par-ci, un coup par-là, payé évidemment par le contribuable européen et le contribuable américain. Il y a un moment donné, est-ce que vous prenez conscience que Poutine, s'il tient le coup, il va réussir à faire la démonstration à l'Occident que vous êtes des bouffons? Que vous voulez nous faire croire que l'Ukraine, c'est un pays indépendant, libre, etc., alors qu'en réalité, l'Ukraine, en effet, est un pays libre, indépendant, souverain. Mais, comme tous les pays indépendants, souverains, fut une époque, c'est un pays qui n'a pas résolu ses problèmes internes, ethniques, communautaires, religieux, ses conflits avec certains de ses voisins. Que, comme toutes les périodes de l'histoire où on a mélangé les populations, le jour où l'Empire s'effondre, que fait-on des communautés de ces populations qui se retrouvent dans des terres qui ne sont pas les leurs?
Que fait-on de ceux qui avaient des terres avant, mais qu'on leur a privées et qu'on a données dans des frontières d'un pays qu'on a décidé que ce serait ce pays-là, mais au final, on a retiré des terres séculaires à certaines peuplades, à certaines communautés, à certaines ethnies. Ces mêmes ethnies aujourd'hui qui, lorsqu'il y a un affaiblissement de régime, un affaiblissement d'autorité, un affaiblissement de souveraineté, en profitent à un moment donné pour dire nous, on est là depuis plus longtemps que ceux qui se sont déplacés il y a un siècle. Forcément, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir prendre parti pour l'un pour l'autre. Et j'ai envie de dire, la France, c'est ce qu'on a fait avec le Rwanda. Parce que l'une des communautés s'est retrouvée affaiblie et massacrée par l'autre communauté, alors nous lui avons porté secours. Nous lui avons apporté notre soutien, nous lui avons apporté notre aide. Sauf qu'elle en a profité pour régler ses comptes avec l'autre communauté et s'est permis, elle aussi, finalement, de faire des massacres, de faire du génocide. Et sous notre protection. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il faut laisser ces pays s'entretuer. Je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut admettre que si l'on veut pacifier des zones, il faut imposer des pouvoirs forts. Seulement, le problème, c'est qu'évidemment, des pouvoirs forts, c'est des dictateurs. C'est des dictatures, telles qu'on l'entend. Et ça, évidemment, c'est le genre de réflexion où, si j'avais en bas 1 million d'abonnés, ma vidéo, là, serait supprimée dans les 12 heures à venir. Parce que j'aurais été balancé, parce que mes propos ne correspondent pas à l'éthique ou aux règles de YouTube. Parce que je soulève une réalité, je soulève des questions. Et donc, de ce fait, soulever ces questions, eh bien, il faut les occulter. Il faut les faire disparaître. Il faut empêcher le spectateur de YouTube de tout d'un coup se remettre les méninges et se dire « mais ouais, c'est pas faux ». Et là, tout d'un coup, sortir de l'idée dominante, sortir de ce pourquoi ils ont été conditionnés. Et ça, c'est la raison pour laquelle tous les journaleux, tous les médias qui critiquent le rachat de Twitter par Elon Musk le font parce qu'ils savent que Twitter va peut-être redonner une voix à des gens qui sauront présenter, poser les bonnes questions, poser des ambiguïtés, voire même balancer des preuves, balancer des documents qui démontrent que ce que l'on dit depuis quelque temps n'est pas de la science-fiction, mais bien une réalité. Sauf qu'en face, eh bien, petit à petit, on commence à voir, à se mettre en place ce qui pourrait aboutir au contrôle de la pensée, à l'occultation de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Sur ce, je vous laisse méditer sur la question et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.